Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Commémoration de l'an 6 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch avorté de 2015. Dépôt de gerbes de fleurs par le Premier ministre ce matin et les parents des victimes se sont prononcés. Le ministère de l'Énergie a lancé le projet de construction de la centrale photovoltaïque de Nagringo, fruit d'un partenariat public-privé qui s'étend sur 25 ans et coûte 17 milliards de francs CFA. Et enfin, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement qui a tenu ce vendredi 30 octobre sa première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel. On en parlera avec un invité, Aïssata Sanene Congo, directrice générale des études et des statistiques sectorielles du dit ministère. Encore une fois, merci de nous suivre. À l'occasion de la commémoration de l'an 6 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch avorté de 2015, le gouvernement a rendu hommage aux martyrs dont le sang a été versé lors de ces événements. Christophe Dabiré, chef du gouvernement, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux héros nationaux aujourd'hui même. Les proches des victimes des événements d'octobre 2014 et de septembre 2015 ne sont toujours pas satisfaits du gouvernement, dénonçant le non-respect de certains engagements. Michael Tougri. Une lutte pour plus de liberté et de démocratie, des mots du Premier ministre Christophe Dabiré pour rendre un hommage aux martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du putsch manqué de septembre 2015. Des temps forts marqués par une sonnerie, la minute de silence et le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument des martyrs. Pour le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, la commémoration de ce double événement tragique est un devoir de mémoire et de reconnaissance de la nation au sacrifice suprême des martyrs. Dans cette marche héroïque, certains de nos compatriotes sont tombés et d'autres ont été blessés avec des séquelles qu'ils garderont toute leur vie durant. 6 ans après ces tragiques événements, le devoir de mémoire commande que nous marquions un arrêt pour leur rendre un vibrant hommage et leur dire qu'ils ne seront jamais oubliés. C'est également le lieu de renouveler le réconfort du président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, et le gouvernement envers les familles endeuillées, mais aussi envers ceux qui portent les stigmates de cette lutte. C'est pourquoi je voudrais, au nom du président du Faso, saluer la mémoire des disparus et souhaiter meilleure santé aux blessés. C'est une commémoration à laquelle étaient présents les associations des victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué. Des moments de recueillement pour les parents, mais aussi très remontés contre le gouvernement. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par l'exécutif pour soulager les familles des victimes. Je m'adresse au ministre de l'Action sociale. Elle a mal géré nos dossiers, mais je pense que nous allons aller là-bas, prendre nos dossiers, aller remettre à Roch-Marc Kaboré, qui l'avait recommandé de faire le travail. Une partie de nos enfants dort à la maison et partent plus à l'école. Par faute de paiement des frais de scolarité. Et après ça, elle va dans la rue ramasser des milliers d'enfants pour les aider. Ça, les enfants de Martin ne sont pas des enfants. C'est ça la dictature. Là. Si elle nous entend, elle n'a qu'à démissionner. Si elle ne démissionne pas, nous allons la faire démissionner. Le ASCO nous a approché, l'association des blessés du coup d'État particulièrement, nous demandant de lui faire la situation de tous les blessés qui sont toujours en besoin de soins urgents. Je précise le terme urgent. Voilà. Donc nous avions fait l'évaluation et ceux-là qui nécessitaient des prises en charge urgemment, c'était 19 personnes. Nous avons fait la situation, nous avons déposé la liste au ASCO. Jusqu'à ce que je vous parle tout de suite, nous n'avons pas eu de réponse concrète. Si les acteurs impliqués dans le putsch de septembre 2015 ont été jugés et condamnés, le dossier de l'insurrection populaire lui peine à connaître un début de jugement. Ces deux événements tragiques ont fait au total une trentaine de morts et des centaines de blessés, ainsi que de dégâts matériels importants.
Le ministère de l'économie, des finances et du développement a tenu ce vendredi 30 octobre sa première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel 2020, CACEM. Objectif, examiner le bilan de la mise en œuvre du programme d'activité au 30 septembre 2020 et définir de nouvelles perspectives. Télé, procédure et mobilisation des ressources, défis et perspectives. C'est sous ce thème que s'est tenu ce premier CACEM du ministère de l'économie, des finances et du développement pour 2020. Maxime Jean-Eudes de Bambara pour plus de détails. Pour cette première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel de l'économie, des finances et du développement de l'année 2020, ces différents agents du ministère vont examiner le bilan de la mise en œuvre du programme d'activité au 30 septembre 2020 et identifier les défis à relever afin d'atteindre les résultats escomptés. En termes de mobilisation des recettes, plus de 1 263 milliards de francs CFA ont été mobilisés au 30 septembre 2020 sur une prévision révisée de plus de 1 265 milliards de francs CFA. Le taux de recouvrement estimé à 99,76% connaît donc un accroissement de 16,35 milliards de francs CFA par rapport à la même période de l'année 2019. En termes de résultats clés que nous avons pu atteindre, il y a évidemment la mobilisation des ressources propres qui incombent donc à nos 3 régies de recettes, que sont la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, qui nous ont permis, malgré le contexte très difficile que nous traversons actuellement et qui a un impact considérable sur les ressources propres, de pouvoir atteindre sur les ressources qui étaient projetées pour les 3 trimestres de l'année à un taux de 99% de recouvrement. Voilà ce qui est en tout cas un grand mérite pour les agents qui sont donc à la tâche pour pouvoir atteindre ces résultats. Des acquis ont certes été engrangés, mais de nombreux défis restent à relever en matière de mobilisation des ressources propres de l'État. Ce cadre de concertation permettra donc à ses participants de réfléchir à de nouvelles stratégies permettant d'élargir l'assiette fiscale, de renforcer les actions de recouvrement et du contrôle fiscal, ainsi que de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Et parmi donc les stratégies que nous envisageons, il y a donc les téléprocédures. Les téléprocédures qui permettent de faciliter les choses, non seulement pour l'administration, mais également pour le contribuable qui n'est pas obligé de faire des déplacements multiples dans le cadre donc, du paiement de ses impôts et de ses taxes. Et donc également, ça nous permet aussi de pouvoir avoir moins de contacts donc avec ces contribuables-là qui également, ces contacts-là peuvent amener quand même à quelques difficultés. Et donc les téléprocédures sont vraiment une panacée pour pouvoir nous accompagner efficacement dans l'atteinte de nos objectifs. Selon la ministre chargée du budget, Edith Clémence Yaka, les téléprocédures sont opérationnelles depuis 2016 à la Direction générale des impôts et en cours d'implémentation à la Direction générale des douanes. Il est donc également question à ce CACEM d'évaluer la performance de cet outil afin d'apprécier les effets induits sur la mobilisation des ressources internes et analyser les défis à relever pour leur optimisation, d'où le thème téléprocédure et mobilisation des ressources, défis et perspectives. Nous restons sur le même sujet, cette fois avec un échange. Nous recevons Madame Aïssata Sané Nekongo, qui est la directrice générale des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'économie, des finances et du développement. Bonsoir Madame et merci d'être là. Bonsoir. On suivait ce reportage tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt qui retraçait un peu la grande matière sur laquelle vous êtes penché lors de ce CACEM 2020. Mais en gros, qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme principale conclusion de ce CACEM-là? Je voudrais tout d'abord renouveler mes remerciements à True TV qui nous permet une fois de plus de partager avec les téléspectateurs les conclusions du CACEM du ministère de l'économie, des finances et du développement. Les travaux du CACEM se sont bien déroulés, les échanges ont été constructifs et les administrateurs ont formulé des résolutions dont la mise en œuvre contribuerait à améliorer la prise en charge des missions du ministère. Quelles sont justement ces grandes conclusions-là? Oui, disons que en dépit de la situation socio-économique et sanitaire difficile, la mise en œuvre du plan de travail annuel a permis la réalisation de résultats importants
sur lesquels je pourrais revenir au cours de nos échanges. Évidemment, on va y être puisque c'était un peu cette mise en œuvre du plan de travail annuel au 30 septembre qui devrait être revu en termes de bilan. Puis après, on parle des perspectives. Quel est le bilan justement qui a été fait de ce plan-là? Oui. Donc, il faut dire que concernant par exemple la mobilisation des ressources, comme vous avez suivi dans le reportage, Madame le ministre l'a indiqué, les régies des finances ont mobilisé des recettes à hauteur de 1263 milliards de francs CFA contre une prévision de 1265 milliards, ce qui donne donc un bon taux de recouvrement, 99,76%, et avec une progression d'environ 16 milliards par rapport au montant recouvré sur la même période de l'année 2019. Et au titre de la planification du développement, notre ministère a pu accompagner 12 départements ministériels dans l'élaboration de leurs politiques et des stratégies dans des domaines spécifiques. Au titre de l'opérationnalisation, de la gestion opérationnelle du développement, 83 promoteurs ont été sélectionnés pour bénéficier de la subvention du programme AgriNova, avec un financement au total de $1,714 millions de francs CFA. Et également, 22 nouveaux promoteurs ont été sélectionnés par le programme Burkina Startup, et dont le coût global des projets est de 839 millions de francs CFA. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des économies locales, 10 930 bénéficiaires ont été identifiés pour bénéficier d'un financement d'un montant total d'environ 3 milliards de francs CFA. Et il faut noter aussi le transfert d'1,763 milliard de francs CFA au profit de 52 267 bénéficiaires issus de ménages vulnérables, ce qui va permettre leur intégration dans le circuit économique. Et dans le domaine de la gestion de l'information économique et financière, on note l'élaboration du rapport préliminaire du 5e recensement général de la population et de l'habitation, ainsi que la production de diverses statistiques infra-annuelles qui ont permis le suivi de la conjoncture et des finances publiques. Et au titre donc du contrôle et de l'audit, 33 missions d'inspection et 10 audits ont été réalisés. Et toutes ces réalisations ont été permises grâce à la tenue à bonne date des sessions des instances de pilotage de la politique du secteur de l'économie, du secteur de la politique, plutôt de la politique du secteur de la gouvernance économique et des projets et programmes de développement sous tutelle de notre ministère. On va dire un bilan bien détaillé, Madame Sané, mais il y a tout à l'heure la ministre qui mettait le doigt sur une innovation, c'est la question des téléprocédures, c'est ce qui permet donc de payer en ligne ou à distance les taxes et les impôts. Aujourd'hui, quel point on peut faire de cette procédure-là? Oui. Il faut dire que le bilan est positif. La mise en œuvre des téléprocédures a permis de sécuriser les recettes en temps de crise. Et vous avez suivi, vous savez que l'année 2020 a été vraiment affectée par la pandémie de la Covid-19 qui a gêné beaucoup d'activités, mais vous avez suivi les résultats très positifs, très encourageants des régies qui ont mobilisé suffisamment de ressources. Et donc les téléprocédures ont permis de sécuriser les recettes. On peut dire que l'objectif d'optimiser et de sécuriser les recettes à travers donc la mise en œuvre des téléprocédures a été atteint. L'objectif aussi de réduire les pertes de temps pour l'administration et pour les contribuables a été atteint, et l'objectif de réduire le contact des usagers avec l'administration fiscale a été atteint. C'est vrai que ce sont des changements qui sont quand même assez majeurs, qui ne sont pas dans les habitudes, on va dire comme ça, des demandeurs de vos services. On s'est dit qu'il pourrait y avoir aussi au moins quelques petits problèmes. D'abord chez l'agent
qui peut penser qu'à la fin, c'est la machine qui va prendre sa place. Et puis aussi du demandeur de vos services, parce que les gens ne sont pas forcément habitués à ces outils-là. Comment le travail s'est fait pour que tout le monde adhère, que ce soit le travailleur du ministère, mais aussi celui qui est demandeur de vos services? Oui, vous avez tout à fait raison, parce que tout changement n'est pas sans difficulté. Et donc, c'est vrai que nous sommes en train de multiplier les efforts de formation, de sensibilisation pour réduire la résistance et donc favoriser le changement de comportement pour l'utilisation optimale de ces téléprocédures-là qui permettent véritablement aux contribuables de gagner en temps en restant chez soi et pour déclarer leurs impôts et taxes et puis procéder à leur paiement. Donc aujourd'hui, les téléprocédures qui sont développées et mises à disposition des contribuables leur permettent vraiment d'avoir accès à beaucoup de services, des services fiscaux, sans beaucoup de déplacements, sans en tout cas perdre beaucoup de temps. D'accord. On a parlé de ce plan de travail septembre 2020 dont vous avez fait le bilan. Et pour ce qui est de la suite, quelles sont les perspectives et les grands chantiers pour le ministère notamment? Oui. Les grands chantiers restent nombreux parce que toutes les activités non achevées, leur réalisation va se poursuivre. Et principalement, il nous reste donc à mettre en place une plateforme de financement participatif. Il reste donc la dissémination des résultats du recensement général de la population et la conduite des travaux d'analyse thématique, des analyses thématiques. Il reste également à mettre en place l'infocentre de la DGI et de fiabiliser donc le fichier des contribuables. Il reste aussi donc à poursuivre la dématérialisation des procédures de passation des marchés et d'élaborer le plan de gestion prévisionnelle et de mobilité du personnel. On ne peut que vous souhaiter le meilleur face à ces défis-là. Merci bien. Je vous rappelle que nous étions avec Aïssata Sané, qui est la directrice générale des études et des statistiques sectorielles au ministère de l'économie, des finances et du développement. Encore merci. Nous allons poursuivre ce rendez-vous d'information 20h avec cette autre information. Et à quelques jours donc, du lancement officiel de la campagne électorale au Burkina Faso, les chefs de circonscription administrative et les présidents du conseil de collectivité ont bénéficié d'une formation sur la police administrative. C'est une initiative du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale pour des élections apaisées. C'était mercredi dernier à Ouagadougou, le reportage de Fatimata Nikema. Afin de prévenir les conflits qui pourraient survenir en cette période électorale, les présidents du conseil des collectivités et les chefs de circonscription administrative ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Un atelier de formation qui devra leur permettre de jouer aussi leur partition dans le processus électoral. Donc le ministère en charge des libertés publiques, qui est le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, a jugé opportun d'organiser cet atelier de formation sur la police administrative, donc à l'endroit de toutes ces personnes qui vont intervenir dans le processus électoral afin que ces élections puissent se dérouler dans de très bonnes conditions, dans la paix, la tranquillité, la stabilité et afin que les résultats qui vont sortir de ces élections-là puissent être acceptés, en tout cas de tous. Cet atelier de formation axé sur la gestion de la police administrative a été ponctué de 2 communications. Et selon le modérateur de cette session de formation, à terme, elle devra permettre à ces acteurs administratifs de mieux mesurer la dimension de leurs interventions pendant la période électorale. Une première communication qui va consister à partager avec l'ensemble des autorités présentes dans la salle les modifications du code électoral depuis 2001 à nos jours et en mettant l'accent sur les modifications des 5 dernières années pour que eux, en tant qu'autorités, ils puissent se l'approprier. Quels sont les changements majeurs dans la loi électorale? Ça, c'est le premier aspect. Et également, avec les innovations qui sont contenues dans le code de 2020, que chacun puisse savoir quelle peut être sa quote-part de contribution. Donc ça, c'est pour ce qui est de la première communication. La deuxième communication, ce sera, j'allais dire, le pin dorsal, à savoir la gestion de la police administrative. Voilà, le rôle de l'autorité. Voilà, et la posture de l'autorité en période électorale. Toujours selon le modérateur de cet atelier de formation, la police administrative est une initiative qui doit être pérennisée.
et au gouverneur de rappeler la nécessité de sa gestion en période électorale compte tenu des expériences passées qui ont été souvent marquées par des troubles à l'ordre public. Pour le traitement de l'information parlementaire a tenu un atelier de formation au profit de ses membres, dénommé atelier d'appropriation du guide du reporter en période électorale et de crise sécuritaire. Cet atelier, organisé en collaboration avec l'Assemblée nationale et le Centre parlementaire canadien, vise à outiller les journalistes et faire une piqûre de rappel des règles d'éthique et de déontologie qui régissent le métier pour une meilleure couverture des élections couplées présidentielles et législatives. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Comment traiter l'information de façon professionnelle en cette période électorale marquée par la pandémie du Covid-19 et la crise sécuritaire au Burkina Faso? C'est la préoccupation autour de laquelle ces journalistes ont échangé au cours de cette rencontre, dénommée Atelier d'appropriation du guide du reporter en cette période électorale et de crise sanitaire. Organisé par l'IJP, Initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire, cet atelier vise à outiller ses membres pour une meilleure couverture médiatique des élections présidentielles et législatives de novembre 2020. Et le guide du reporter pour les élections, c'est un document qui va servir de phare pour orienter les journalistes accrédités sur le terrain, pour leur donner l'attitude à tenir face à des cas précis. Il est composé de 2 parties. La première partie, c'est éthique et déontologie, qui donne un peu la responsabilité sociale du journaliste en période électorale. Donc la deuxième partie comporte quelques articles du code électoral. Ensuite, nous allons proposer des exercices pratiques. Par exemple, dans une localité donnée, dans une province, par rapport à la répartition des sièges, ce n'est pas toujours connu des journalistes. La circonscription provinciale, on dit qu'il y a 6 postes et 6 sièges à pouvoir. Il y a par exemple 110 000 voix. On peut déjà, le journaliste doit être à mesure de savoir, en fonction du nombre de voix obtenues par chaque parti, combien de sièges ce parti-là peut avoir. Selon le formateur Jean-Claude Méda, ancien journaliste à Sidouaya et enseignant en journalisme, il y a des principes que le journaliste doit respecter en cette période électorale pour demeurer professionnel, dont les principaux sont l'impartialité, l'indépendance et l'intégrité. L'impartialité dans le contexte électoral, c'est important. Le journaliste ne doit pas prendre parti pour les différents candidats. Il y a l'indépendance. L'indépendance, il faut l'entendre à 2 niveaux. L'indépendance de mobilité, l'indépendance de déplacement, l'indépendance financière du journaliste. L'autre aspect, c'est l'intégrité même du journaliste. En période électorale, bien sûr, on sait, il y a beaucoup d'argent qui circule. Cet atelier, organisé en collaboration avec l'Assemblée nationale, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, PROCAB, projet mis en œuvre par le Centre parlementaire canadien. Ça vient à point nommé puisque c'est à travers ces élections que va se faire le renouvellement des institutions, donc le président du Faso, les députés à l'Assemblée nationale. Donc, permettre aux journalistes de bien couvrir cette élection, je dirais c'est comme déjà aller un peu en avant pour voir comment bien faire venir les députés à l'Assemblée. Il était important et que nous appuyons cette initiative que nous trouvons vraiment fabuleuse, notamment doter ces journalistes-là d'un outil qui va leur permettre de couvrir de façon professionnelle cette élection-là qui est assez particulière vu le contexte que nous avons. L'insécurité, la Covid-19, les déplacés dans différentes régions. Selon le président de l'initiative des journalistes pour le traitement de l'information parlementaire, cette formation entre dans le cadre de la série de formations initiée par cette association de journalistes en vue de renforcer les capacités de ses membres. Plus d'une 50aine de journalistes venus des différentes provinces ont bénéficié de cette formation qui s'est tenue du 28 au 30 octobre dans la cité du Cavalier Rouge. C'est d'ailleurs avec cette initiative que nous terminons ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes toujours sur True TV.